retrouve dans 45 minutes pour une dizaine de minutes de questions. Très bien. Voilà. À tout à l'heure. Hop, je partage l'écran. Est-ce que tout le monde voit correctement l'écran? Oui, je le vois bien, oui. Voilà. Alors, bonjour à tous. Merci Christophe. Merci à l'Institut de l'Océan pour cette invitation à partager et échanger avec vous sur le sujet de l'innovation numérique des ports, qui est un vaste sujet. Alors, durant cette présentation, je prendrai pour exemple des projets qui sont menés par Aropaport, pour lesquels je dirige une équipe de développement de solutions numériques dédiée à l'opérationnel. Alors, c'est tous les sujets qui sont plutôt liés au navire, l'accueil du navire ou les marchandises dangereuses, hors comptabilité, finance, RH. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'innovation sur ces sujets-là, mais elles ne sont pas liées en tout cas au métier portuaire. Cette présentation se fera en 4 parties. Une mise en contexte en guise d'introduction. On parlera ensuite de l'innovation numérique qui est aujourd'hui au cœur des stratégies portuaires. On parlera ensuite des systèmes portuaires actuels d'Aropaport qui sont déjà en eux-mêmes innovants. Et enfin, quelques exemples de projets en cours qui nous conduisent vers ce que nous appelons aujourd'hui le Smart Port, et notamment des projets, comme Christophe l'a cité tout à l'heure, des projets liés au Smart Port City. En introduction et très brièvement, j'ai repris quelques chiffres qui ont été développés lors du précédent webinaire par Julien Fernandez. Ça permet quand même de remettre en perspective les enjeux de la digitalisation dans les ports et d'apprécier la mutation technologique nécessaire dans le cadre de la compétitivité, de la compétition qu'il y a entre les places portuaires dans le monde. Alors, aujourd'hui, 90% des échanges mondiaux se font par voie maritime. Ça correspond à plus de 10 milliards de tonnes de fret transportées en 2017. Ce chiffre a été multiplié par 4 depuis les années 70. Et en fait, aujourd'hui, on est quand même un peu plus proche des 11 milliards que des 10 milliards. Toutes ces marchandises sont transportées par plus de 50 000 navires en activité dans le monde. Et ça représente par an plus de 5 700 000 escales. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont importants. Alors, les navires qui transportent ces marchandises sont aujourd'hui, pas tous, mais pour certains, des géants des mers qui font 400 mètres de long, qui peuvent faire 400 mètres de long. Ça représente environ 4 terrains de football. Si des gens n'ont pas vu ces navires-là, c'est toujours très, très impressionnant. Ils peuvent transporter plus de 23 500 conteneurs équivalent 20 pieds. Alors, on parle d'équivalent 20 pieds parce qu'il existe 2 grandes tailles de conteneurs, les 20 pieds et les 40 pieds, donc 6 mètres et 12 mètres. Tous les calculs et toutes les mesures se font en équivalent 20 pieds, donc on prend des unités de 20 pieds. Et ça représente par navire 235 000 tonnes de marchandises. Et des fois, en valeur, c'est presque le milliard d'euros qui est transporté sur un navire, ce qui peut poser des problèmes, notamment liés à l'assurance. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors, Aropaport, c'est un port qui permet d'accueillir ces grands navires 7 jours sur 7, 364 jours par an. On s'accorde un jour, le jour de l'an, grâce à des capacités nautiques qui sont remarquables. Aropaport, c'est une entité qui est née au mois de juin dernier, donc on est un port tout jeune. Avant, on était port du Havre, on était aussi un jeune port, on n'avait que 500 ans. Mais là, Aropaport n'a que 6 mois d'existence, moins que ça. Et c'est la fusion des 3 ports, fusion souhaitée par l'État, la fusion des ports du Havre, de Rouen et de Paris. On a la façade maritime du port du Havre qui était le premier ou le second, ça dépend des chiffres que l'on prenait, port de France.
on a Rouen qui est le premier port céréalier d'Europe, et Paris avec son réseau fluvial, 70 ports. C'est un hinterland, ça nous permet de desservir un hinterland fantastique. Alors, quelques chiffres aussi, et rapidement, Aropa, c'est le 5e port du range nord européen. Là encore, il n'y a plus de débat aujourd'hui, on ne se pose plus la question de savoir qui, de Marseille ou du Havre, est premier, parce qu'on ne parle plus du Havre, on parle d'Aropa Port, et c'est le premier port du commerce extérieur français. C'est aussi le premier port fluvial pour le transport de passagers. On a environ 500 000 croisiéristes mélangés, hein, fluviaux et maritimes. Et on a surtout une offre foncière, enfin surtout en plus une offre foncière qui fait 16 000 hectares. Ça représente 1,5 fois la surface de Paris. Voilà pour cette introduction et cette mise en perspective. On va passer à l'innovation numérique qui est aujourd'hui au cœur des stratégies portuaires. Et on va voir que c'est inscrit dans les missions des ports. Et là, je vais parler d'Aropa Port, mais c'est pour tous les grands ports maritimes de France la même chose. Et on va voir dans quel horizon économique cela s'inscrit. Alors, les missions d'Aropa Port, qui sont déclinées des missions des grands ports maritimes. Aujourd'hui, Aropa Port, c'est le grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine. C'est un nouveau statut, malgré tout. On reprend les 8 missions qui étaient celles des GPM. Donc, on entretient évidemment les accès maritimes. On a des missions de police, de sécurité, de gestion de développement des domaines, tant industriels que naturels. Le suivi des dessertes en faisant une promotion très marquée sur le fer et le fleuve. Là-dessus, c'est décliné dans un projet stratégique, et le projet stratégique inscrit 3 missions transversales qui sont importantes et qui sont pilotées par chacune des directions territoriales d'Aropa Port. Donc, le développement durable en est une, et c'est piloté par la direction territoriale de Rouen. Donc, c'est une mission transversale à l'ensemble de l'établissement. De la même manière, la multimodalité est une mission transversale et elle est pilotée par le port de Paris. Et enfin, une mission transversale, c'est l'innovation numérique et qui est pilotée par le port du Havre. Donc, on voit bien qu'on a dans les gènes et dès le projet stratégique, l'inscription et la volonté des ports, et en tout cas d'Aropa Port, c'est certain, d'inscrire l'innovation numérique comme étant un sujet qui doit être abordé et traité sur l'ensemble des missions du port. Alors, si c'est comme ça, c'est parce que ça nous permet d'accompagner et d'anticiper les mutations économiques et les mutations numériques qui sont en train de venir. Et pour ça, c'est intéressant de se pencher un petit peu sur ce qui s'est passé depuis l'après-guerre, mais ça, on va aller très vite. La notion de valeur est importante. En 1945, les ports étaient essentiellement des aménageurs qui étaient destinés à remettre en marche l'économie du pays, ou des pays qui avaient subi des destructions. Et donc, ils étaient nécessaires à la reconstruction. Ils bâtissaient des quais, on réaménageait des bassins, on recreusait des canaux, des chenaux, on remettait en place des accès routiers ou ferroviaires. Donc, tout ça dans un contexte d'internationalisation où, en fait, les échanges ne sont plus du tout ce qu'ils étaient avant-guerre. De nouvelles routes maritimes se dessinent. On abandonne les anciennes routes dites coloniales et à la faveur des routes pour le transport du pétrole, de minerais, devenues commerciales. Donc la valeur portuaire à ce moment-là était avant tout définie par les infrastructures offertes par le port. À partir des années 70, on voit l'apparition du conteneur,
l'externalisation des moyens de production et donc la globalisation des échanges internationaux. Donc les grands ports s'adaptent rapidement à cette nouvelle donne, équipent les terminaux pour accueillir ces nouvelles boîtes. Alors il faut de nouveaux portiques, il faut de nouveaux terre-pleins, mais ça va quand même assez vite et on constate que la compétition entre les ports s'intensifie. Les armements s'organisent et choisissent des zones, définissent des ports qui vont devenir des grands ports hub et d'autres qui seront des ports secondaires. Donc c'est aussi, on le reverra un peu tout à l'heure, le début de l'informatisation des procédures qui est rendue nécessaire par l'augmentation des échanges et des documents qui accompagnent ces échanges. Donc à ce moment-là, la valeur se dessine en volume. Enfin, les ports, tout en conservant les missions d'aménagement, de construction et puis de la volonté d'accroître les volumes, deviennent confrontés au début des années 2000 à une pénurie de la capacité physique. S'étendre, on ne peut pas s'étendre indéfiniment, le territoire n'est pas infini. Les terrains disponibles se font de plus en plus rares. Les mesures compensatoires en faveur de la biodiversité et de la préservation des espaces naturels sont contraignants et donc du coup obligent les ports à se repenser, à repenser leurs investissements. Et par exemple, toutes les constructions qui vont se faire dans les grands ports, la plupart se font maintenant sur la mer. L'accès à la terre est devenu compliqué. On voit que Le Havre a gagné sur l'estuaire, le port de Rotterdam a gagné sur la mer. L'accompagnement du gigantisme des navires veut ça aussi. Rentrer dans les terres veut dire qu'il faut draguer. Ça devient très compliqué. Draguer l'Elbe, par exemple, pour rejoindre le port de Hambourg, c'est quelque chose de colossal. Donc, il faut faire mieux avec l'espace à disposition. Et pour ça, il faut rationaliser, il faut optimiser. Et là-dessus, on a besoin d'informations pour faire ça. On a besoin de données, on a besoin de beaucoup de données sur les escales, les navires, les marchandises, les dessertes, les capacités d'accueil, les mesures de performance. Donc, c'est avec l'essor d'Internet, tout concorde pour que les opérateurs de la chaîne logistique qui exploitent ce nouvel outil, qu'est Internet, dématérialisent les procédures papier qui étaient encore en vigueur à la fin des années 90. La compétition entre les ports s'accentue encore à mesure où les grands armements s'organisent, eux, pour faire des grandes alliances toujours plus importantes et influentes. L'idée, c'est qu'une alliance, à partir du moment où elle décide de quitter un port, économiquement, ça devient très compliqué. La normalisation des échanges, donc, du coup, s'accélère. Les systèmes portuaires deviennent encore plus performants. Eux aussi ont tendance à se regrouper, en tout cas à regrouper leurs fonctionnalités. On s'organise en places portuaires complètement et on crée des guichets numériques déclaratifs. L'objectif étant de simplifier les démarches administratives, optimiser les ressources, voilà, et transformer les contraintes déclaratives en avantages compétitifs. Les États et les organisations supranationales aussi s'organisent pour répondre on va dire, aux alliances et à l'organisation des armements. Il faut en face des moyens qui soient au-delà des États. Et par exemple, la Commission européenne va imposer la mise en place de guichets uniques européens. Mais c'est la même chose en Asie pour l'ASEAN. Donc, on voit qu'il y a aussi une concentration des moyens numériques, la mise en place de guichets uniques déclaratifs partout dans le monde. Donc, en fait, la valeur devient maintenant les services que l'on va apporter, les services numériques que l'on va apporter. Voilà, c'est la grande mutation qui s'est passée depuis les années 2000. Ça ne veut pas dire que les autres sont abandonnés, mais ça veut dire que celle-ci vient s'ajouter aux valeurs qu'il y avait avant. Alors, un exemple
alors réaliste, hein, parce que assez représentatif de la complexité des escales. On imagine un port qui fait 3000 escales de porte-conteneurs par an. À chaque escale, il y a 1000 mouvements de conteneurs. Dans chaque conteneur, on a 10 produits différents, 10 types de produits différents. Chaque type de produit est accompagné d'une liasse documentaire d'environ 15 documents différents. C'est une moyenne constatée. Hein. Donc là, on arrive quand même assez vite à 450 millions de documents. C'est beaucoup. Et de la même manière, les escales, alors on n'est que 15 fois 3000 parce qu'il y a une quinzaine de documents, entre 15 et 20 documents hein, par escale. Néanmoins, par an, ça fait 45 000 documents. Et les capitaineries ne sont pas armées d'un nombre infini d'officiers de port. Et 45 000 documents à traiter, c'est souvent au-delà de la capacité humaine de gestion d'escale. Donc, on voit que sans outils numériques, il n'y a pas de massification possible. On en vient maintenant à parler des systèmes portuaires actuels. Pourquoi? Parce que une des premières innovations digitales de Aropaport, à l'époque, c'était Port autonome du Havre, ça a été la création en 1983, donc comme on l'a vu tout à l'heure, en plein essor du conteneur, de la société Sojet. Donc, cette société Sojet était chargée d'exploiter le Port Community System, l'outil de gestion de dédouanement des marchandises conteneurisées qui s'appelait à l'époque AP+. Donc, cette société du numérique, hein, qui a été créée en 1983, on n'appelait pas encore ça une start-up, mais c'était déjà le cas, a connu un succès qui est non démenti à ce jour, pardon, car c'est aujourd'hui un leader mondial des Port Community Systems. Ils ont déployé leur outil dans d'autres places portuaires françaises et dans le monde. Aujourd'hui, Aropaport est toujours actionnaire de la Sojet, hein, dans une moindre mesure. On a vocation à se retirer au fur et à mesure que les sociétés que l'on peut créer vivent d'elles-mêmes. Mais on participe aujourd'hui au successeur d'AP+, qui est le produit S1. Donc, vous voyez ici une diapositive. Alors, ce qu'on voit bien sur cette diapo, c'est simplement, si on regarde juste le graphique, hein, l'objectif de la mise en place d'un Port Community System au sein d'une place portuaire, c'est de rationaliser, d'optimiser et de fiabiliser les échanges en créant un centre névralgique qui va collecter et qui va pouvoir redistribuer les bonnes informations au bon moment. Fonctionnellement, ces outils-là, alors je parle de S1 parce qu'effectivement, c'est l'outil de la place d'Aropaport, de l'axe Seine. Néanmoins, la couverture fonctionnelle de ces outils est peu ou prou la même. Après, ça dépend de différents modules qui sont installés. On y trouve l'ensemble des fonctionnalités de la chaîne logistique portuaire. On va du dédouanement au suivi opérationnel des opérations de chargement, déchargement des navires, avec les transactions financières, les entreposages et la prise de rendez-vous routier. Prise de rendez-vous routier, juste pour expliquer, c'est que si on ne régule pas l'arrivée sur un terminal, on se retrouve toujours avant le week-end, avant que le terminal ferme, le vendredi après-midi avec plein de routiers, plein de camions en attente, et impossible de tous les servir. Donc, on est obligé de mettre en place des rendez-vous, de les obliger à venir sur des créneaux spécifiques de manière à fluidifier l'arrivée des marchandises. Donc, l'accumulation de toutes ces données de suivi marchandises dans ces outils-là permet au PCS de fournir beaucoup d'informations, beaucoup de KPI, comme on dit aujourd'hui. Et là, c'est une innovation qui a été faite sur la place du Havre et qui est reportée maintenant pour Aropa. C'est la publication de KPI dynamiques en temps réel et partagées, c'est-à-dire que l'on montre de manière publique les performances portuaires en disant voilà, il faut autant de temps pour faire entrer ou faire sortir un conteneur. Messieurs les concurrents, regardez, il faut ça. Si vous faites mieux, affichez-le.
C'est un peu le principe. Alors là, l'outil numérique et le fait d'avoir collecté toutes ces datas et de nous permettre de les analyser, ben, voilà, on affiche la couleur. Maintenant, si messieurs les concurrents, faites la même chose. Donc, on est sur de l'innovation numérique au service du développement de la place portuaire et là aussi au service du client. Comme on l'a vu avant, il y a le côté marchandise et là, on arrive sur un terrain qui est celui de l'escale en elle-même, de l'accueil du navire, où les capitaineries sont obligées aussi de s'occuper de systèmes d'information capables de traiter les escales. Et là aussi, il y a une certaine compétition entre ces systèmes-là et le plus innovant et le plus adapté sera celui qui l'emportera. Nous, au Havre et dans Haropaport, on a fait le choix depuis plus de 10 ans maintenant d'internaliser nos solutions de développement. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir une meilleure maîtrise, une plus grande réactivité. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas appel à des prestataires, mais ces prestataires viennent nous aider à développer nos produits et on ne confie pas un cahier des charges et puis on attend que ça se passe pour recevoir le produit à la fin. Ce choix-là s'est avéré payant parce que l'outil Swing est déployé depuis maintenant 10 ans, il en est à sa version 3. Et d'autres places portuaires nous ont fait confiance. On équipe la place de Nantes-Saint-Nazaire, on équipe la place de Dunkerque pour sa gestion des marchandises dangereuses, on équipe le port de la Réunion pour les escales et les marchandises dangereuses aussi, et puis le port d'Abidjan. Donc, sur cette diapositive-là, je n'ai pas mis de copie d'écran parce que ça n'a pas, à mon avis, tellement de sens pour l'instant. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ces outils-là sont capables de gérer l'ensemble du processus de l'escale et non pas uniquement le processus déclaratif. On voit qu'on a la saisie des demandes de post-acquis, ce qui est visualisé là par l'annonce d'escale, mais on a aussi tout un tas d'opérations qui sont d'exploitation, le suivi des déhalages, le placement du navire, le suivi de l'escale, le suivi du traitement des déchets. Tout ça sont évidemment des suivis d'exploitation au quotidien et qui sont réalisés quasiment en temps réel dans les systèmes. Mais on a aussi beaucoup d'échanges EDI qui sont faits avec les grands armements, avec les centres de saisie des grands armements. On a par exemple des connexions directes avec CMA-CGM, avec Maersk, avec Hambourg Sud, avec tout un tas d'armements qui nous envoient leurs données évidemment en direct pour éviter les erreurs de saisie. On parle aussi un peu d'éléments de facturation ou autres parce que dans certains cas, notamment le port d'Abidjan, les facturations, toutes les prestations de consommation d'eau, d'électricité ou autres sont facturées à part et donc ces systèmes-là doivent être capables de gérer aussi des éléments de facturation. Alors, si on doit parler des usagers pour faire le parallèle avec ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à S1, on a toute une gamme d'utilisateurs qui est définie et on voit bien que ça va des agents maritimes, des gens qui sont spécialistes dans la déclaration, les commissionnaires en douane aussi, jusqu'aux gens qui sont très opérationnels, pilotage, remorquage, lamanage, qui eux ont besoin d'informations en temps réel lorsqu'ils vont intervenir sur un navire. Et la partie en bleu que vous voyez là, c'est une partie qui est commune avec celle de S1. D'accord ? Donc, ça milite pour la mise en place d'un guichet unique et pour la centralisation des accès pour les usagers. Et on revient sur le règlement européen qui porte sur la création d'un guichet électronique maritime européen. Voilà, nous, on est déjà prêts. L'innovation, c'est ça aussi, c'est de suivre les évolutions réglementaires, d'essayer de les anticiper, donc de participer à des groupes de travail, d'accompagner l'État dans sa démarche et d'avoir aussi une petite longueur d'avance pour ne pas, le jour où une réglementation sort ou une directive sort, se retrouver à avoir seulement 1 an ou 2 pour modifier un système, ce qui des fois peut être un peu compliqué.
on voit donc que là, on se rapproche de la notion de guichet unique portuaire. Donc, l'interconnexion, l'interopérabilité, on va dire, entre les deux systèmes qui vont avoir tendance de plus en plus à fusionner, ont une connexion unique, des échanges dans les deux sens d'informations et des référentiels communs. Je ne l'ai pas mis sur ce slide-là, mais il y a aussi le partage de référentiels entre les deux systèmes qui est important. Alors, au-delà d'être un pur système déclaratif, comme on l'a vu tout à l'heure, ces outils-là intègrent de plus en plus de technologies innovantes et notamment des technologies leur permettant de capter de l'information. Alors, nous, on a basé notre système sur un moteur événementiel. Ça n'avait jamais été fait auparavant sur ce genre de produit. L'idée, c'est de se dire, finalement, on gère des escales, c'est très bien, mais on peut gérer n'importe quel type d'événement dans le système. Ça va nous permettre d'évoluer plus vite, ça va nous permettre de faire des choses plus simplement et surtout de manière, on va dire, plus souple. C'est un système qui utilise aussi des technologies de base de données. Alors, si on doit aller tout petit peu dans la technique, il faut bien en faire quand on parle d'innovation numérique. Il y a les bases de données relationnelles et aujourd'hui, on utilise aussi beaucoup de données dites déstructurées sur des bases de données qu'on appelle des bases de données NoSQL qui peuvent stocker les informations directement sous forme documentaire et qui s'appuient sur des moteurs d'indexation de l'information. Et donc, ce sont ces types de données-là, ces outils innovants, parce que c'est des produits qui sont mis sur le marché depuis quand même assez peu de temps. Ces produits-là nous permettent d'intégrer à la volée tout un tas d'informations capteurs. Donc, on est déjà dans le domaine de l'IoT, même si pour nous, l'objet connecté peut être un portique qui fait 60 mètres de haut ou une porte d'écluse qui fait plusieurs milliers de tonnes. Peu importe, ça reste un objet connecté et on va recevoir ces informations-là de la même manière qu'on va recevoir les informations d'un capteur de houle, d'un capteur de vent, d'un marégraphe ou de données AIS. Alors, je suppose que vous connaissez tous les données AIS, mais bon, c'est en fait la diffusion d'informations sur des fréquences radio. Et en fait, on utilise cette technologie-là pour recevoir souvent la position d'un navire ainsi que son identification. À la base, c'était un système anti-collision. Voilà. Et on a aussi des interconnexions avec les systèmes radars pour pouvoir définir des points de passage automatiques, déclencher des événements, et notamment, par exemple, encore un lien avec le système de marchandises, quand un navire franchit les digues, automatiquement, un point de passage, une alerte est envoyée au système de gestion des marchandises qui termine le dédouanement anticipé. Ce qui veut dire que le navire est encore en train de faire route vers le quai, que les procédures de dédouanement sont déjà finies. Et donc, ils peuvent lancer les opérations de manutention dès la mise à quai. Alors, d'un système donc, de gestion d'escale, on est aujourd'hui passé à un big data, on va dire, d'exploitation portuaire, qui est capable de nous donner des informations sur plusieurs centaines de capteurs depuis plus de 10 ans. Donc, on a beaucoup de données sur beaucoup d'historiques. Et là, c'est le terrain de jeu favori pour les opérateurs du big data, de l'intelligence artificielle. Et donc, on commence à mettre en place ces mécanismes-là dans des processus qu'on appelle aujourd'hui les jumeaux numériques, qui sont quand même très en vogue. Mais on l'a fait, on a commencé à le faire. En tout cas, on a commencé à créer ce qu'on appelle un jumeau numérique opérationnel. On a volonté d'en faire un second qui sera plus orienté, on le verra tout à l'heure, sur le jumeau numérique environnemental. En tout cas, aujourd'hui, celui-ci a le mérite d'exister. Et on peut voir, par exemple, le port du Havre en temps réel, la situation des navires, la hauteur de la houle, la direction de la houle,
On peut voir les navires de servitude, les remorqueurs, on peut voir les portiques. Donc, beaucoup d'éléments qui sont visibles. On a aussi les informations des navires. Bon, pour le fun, parce que c'est aussi utilisé par des scolaires, on a aussi possibilité de mettre la caméra à la place du navire et de faire route avec lui. On n'a pas encore la possibilité de prendre le contrôle du navire, ça ce sera pour la version d'après. Mais bon, voilà. Et on a la même chose sur des cartes en 2 dimensions, avec encore un peu plus d'informations parce que de toute façon, d'un point de vue opérationnel, aujourd'hui, la carte 2D reste le plus lisible pour les officiers de port. Toutes ces informations, je vous disais, nous permettent de mettre aussi en œuvre des modèles d'intelligence artificielle. Alors, aujourd'hui, on va plutôt parler de modèles prédictifs que d'intelligence artificielle. On n'en est pas encore là parce qu'on n'a pas utilisé toute l'intelligence de ces, excusez-moi, de ces outils. Je vais juste boire un petit coup. Et on voit par contre qu'on est quand même capable de travailler avec des applicatifs tels que Waze, qui utilisent nos informations pour ajuster les prévisions de circulation sur la zone portuaire. Parce que le port du Havre, c'est une île. Il faut bien voir que quand les ponts sont levés, ça peut créer des congestions, des embouteillages. Et donc, afin de faciliter le trafic, on a monté ce partenariat avec Waze pour que les usagers puissent facilement être déroutés. De la même manière, on a aussi créé un modèle prédictif qui permet, là aussi aux usagers qui le veulent, tout ça c'est gratuit et c'est en libre accès, d'être prévenu de l'anticipation d'une ouverture de pont. Alors là, pour ça, on a analysé l'historique de nos convois fluviaux, leur comportement, l'historique aussi des temps de passage. Et on est capable maintenant, quand un convoi se présente à telle vitesse devant un pont, de dire le pont se lèvera dans 3 minutes ou dans 5 minutes. Et ça, c'est un réel plus parce que les gens, quand ils sortent de leur travail sur la zone portuaire, ils sont capables de dire je ne vais pas prendre cette route-là parce que le pont va s'ouvrir. Enfin, et là on travaille en partenariat avec Ciné, que vous connaissez peut-être, qui est une société, une start-up, enfin un peu plus qu'une start-up aujourd'hui, spécialiste dans le big data en données marines. Ils ont beaucoup de données sur la biodiversité, je crois, sur tout ce qui est les routes AIS, tout ce qui est les conditions météorologiques. Et on a travaillé avec eux pour essayer de mettre en place un modèle prédictif d'arrivée des navires. Donc on regarde les navires qui sont à destination du Havre, on applique des calculs basés sur le moteur de Ciné et ils simulent une route et ils nous disent voilà, pour nous, avec la route et l'historique des routes, le navire sera chez vous à peu près vers telle heure. Alors, ça fonctionne relativement bien. Néanmoins, c'est faire fi quand même de certains comportements, parce qu'il y a toujours de l'humain là derrière. Et par exemple, souvent un navire préfère ralentir, mais toujours avancer, plutôt que d'aller vite et de se mettre au mouillage et à se retrouver à capayer, comme on dit, à faire des ronds dans l'eau. Il y a de quoi rendre son équipage malade, alors que s'il fait route tranquillement, tout va bien se passer et il consommera moins de fuel. Donc, tous ces éléments-là sont difficilement intégrables dans une intelligence artificielle, mais malgré tout, on voit qu'on avance vers des solutions qui vont être de plus en plus performantes. Alors, on a avancé dans les technologies, on avance aussi vers les choses démonstratives. Maintenant, on va rentrer dans des projets SmartPort. Donc, c'est des choses qui ne sont pas abouties. Donc, vous verrez moins de copies d'écran et moins de choses qui seront peut-être un peu flashy. Mais en tout cas, on va avancer vers les projets qui sont actuellement en cours ou en projection pour le futur. Alors, tout d'abord, j'ai quand même beaucoup parlé de partenariat. Et c'est une notion importante
dans l'innovation et dans l'innovation numérique parce que les technologies sont tellement nombreuses et il y a tellement d'experts qu'on peut plus innover tout seul et on ne peut pas innover avec des simples relations client-fournisseur. Je ne peux pas faire un appel d'offres en disant je vais retenir celui qui innovera le mieux. Donc, c'est de la diversité, des échanges qu'on construit les meilleures idées. Donc, dans nos missions, on avait la gestion et la valorisation du domaine. Donc, on parlait de domaine aussi naturel. Et moi, j'ai tendance à penser qu'un port et Aropaport a aussi la gestion de son domaine numérique portuaire, ainsi que la promotion de ce domaine-là. On a un rôle d'aménageur et de promoteur de notre espace numérique. Un peu la même chose qu'une collectivité territoriale. Et d'ailleurs, avec eux, on participe à des actions de promotion, de financement, de sollicitation au développement du biotope dans lequel les acteurs du numérique, les startups, les labos de recherche, les entreprises, les industriels, pourront se développer. On est aussi acteur parce qu'on consomme, on traite, on produit de la donnée. Donc, on est aussi un des éléments de la biocénose de l'écosystème digital local. Donc, j'ai fait une analogie volontaire sur l'écosystème. Ce n'est pas de moi, c'est Yanis Swamy, le CEO de Ciné, dont on a parlé tout à l'heure. Ça m'a été relayé hier par la directrice du programme Smart Port City. Et j'ai trouvé que cette analogie était très bien. En tant que port et en tant que, on va dire, entreprise publique, mais publique-privée, on a quand même le rôle et le devoir de contribuer au développement numérique de notre écosystème et de notre environnement et de notre territoire. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on participe à divers projets numériques, notamment le Havre Smart Port City, alors là, qui est un programme du PIA 3, du programme d'investissement à venir numéro 3. Aujourd'hui, on est en train de préparer le PIA 4, où il va bientôt sortir. Mais on voit qu'on est de très nombreux partenaires à avoir bâti cette réponse Smart Port City et à avoir été labellisé. Donc, lauréat, ça veut dire qu'on a à notre... Alors, pas à notre disposition, ce n'est pas un puits sans fond, mais on a la possibilité, au travers du Smart Port City, de labelliser et de financer, via la Caisse des dépôts et consignations, la Banque des territoires, de labelliser et de financer certains projets. Alors, financer en investissement ou en subvention. Et donc, dedans, il y a des partenaires divers. Il y a des grands acteurs des collectivités territoriales. On va y retrouver l'Université du Havre, on va y retrouver, et ses labos de recherche, on va y retrouver Synerzip, des grands industriels comme Airbus, Nokia, Siemens, Cisco. On va y retrouver l'école de la marine marchande et l'Union maritime et portuaire, ainsi que Ciné et la Sogет. D'autres collaborations, Trafislab, qui est là pour le coup un laboratoire de recherche sur la logistique, et qui est, lui, mené avec l'Université du Havre, l'ISEL, la Sogет et les douanes. Et enfin, on va y venir, un autre laboratoire qui est le 5G Lab, dans lequel on intervient avec Siemens, Nokia, la métropole du Havre, EDF, Hub1 et un cabinet qui s'appelle Circoe. Donc, l'idée, c'est de développer les partenariats et de vraiment dynamiser l'écosystème numérique de manière à foisonner les idées, faire foisonner les idées. Ce slide, il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mais pas tant que ça. En fait, on parlait de données tout à l'heure. Les données, il faut aller les chercher. On est dans l'ère de l'IoT, on est dans l'ère où il faut aller capter de l'information le plus possible. Et là, j'ai essayé de passer en revue l'ensemble des informations en dehors de la sécurité et de la sûreté, qui ont encore un autre pan d'informations à fournir. Mais là, c'est déjà beaucoup. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire et que du croisement et du travail sur ces données-là, il y a de la valeur à aller chercher. Et on voit que
un partenariat avec Atmo Normandie, qui est un des plus grands collecteurs de données sur la qualité de l'air et qui est partout en France, hein, est nécessaire si on veut avoir une réelle étude et une réelle analyse fondée sur les données de la qualité de l'air. De la même manière que on va travailler avec Synergy pour avoir des relais auprès des industriels pour pouvoir obtenir leurs données ou pour pouvoir échanger avec eux sur des bonnes pratiques. On le verra aussi tout à l'heure. Le 5G Lab, on en a parlé tout à l'heure, c'est un projet Smart Port City. L'idée, c'est de mettre en place un banc d'essai pour tester l'IoT sur un réseau porté par de la 5G. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir tester des drones, des capteurs, de la transmission d'images, de la transmission de data, essayer de mettre en place du tunneling, du slicing, qui sont les technologies dites innovantes hein, qu'apporte la 5G, qui ne peuvent pas être faites, en tout cas pas simplement, sur des supports sans fil tels que la 4G, pardon. Donc, on a ce banc d'essai avec ces industriels pour pouvoir mettre en place ces cas d'usage, en fait. Hein. Pour ça, on a eu aussi les autorisations de l'ARCEP sur des réseaux expérimentaux en 2.6 et en 26 GHz. Et on a mis en place un programme, une véritable démarche d'innovation ou de co-création avec les entreprises, les startups, pour identifier des cas d'usage. Alors, j'en ai mis quelques-uns ici. On a la communication terre-mer, l'industrie, le monitoring environnemental. Alors, même s'il y a très peu d'items, en fait, on en a beaucoup plus, mais je ne les ai pas mis, mais on pourrait avoir les mesures sur la biodiversité et autres. On a aussi tout ce qui est efficacité opérationnelle des terminaux. Et là, par exemple, on n'est plus sur de la 5G, mais eux sont aussi en train de tester à la fois la 5G et des communications entre les portiques et les cavaliers sur des technologies comme Sigfox ou LoRa. Un des cas d'usage sur lequel je voulais faire un petit focus, c'est le cas d'usage des dragues. Alors, c'est intéressant de voir que aujourd'hui, nos dragues, quand elles partent ce qu'on appelle une campagne, elles vont faire plusieurs chantiers. Donc, tout est programmé à l'avance. Elles font leur chantier. Elles récupèrent les données. Hein. Sur une drague, c'est plein de capteurs, plein d'informations sur la quantité de produits collectés, leur densité, où est-ce qu'ils ont évacué ce qu'on appelle les zones de clapage. Donc, toutes ces données-là, il faut qu'on puisse les traiter, mais on ne peut les traiter que quand la drague est revenue. Et c'est à ce moment-là qu'on va récupérer les informations, les analyser et se dire ah bah, s'il y a besoin de réagir ou de refaire une nouvelle campagne, bah, ce sera pour la prochaine fois. L'objectif, là, en utilisant la 5G, c'est de se dire est-ce qu'on peut changer ce mode de fonctionnement et récupérer les données d'exploitation de dragage en temps réel de manière à agir alors qu'elles sont encore en opération. Ça ne veut pas dire modifier toutes les campagnes, mais ça veut dire être capable au moins de pouvoir faire quelques ajouts ou quelques modifications à un chantier précis. Et ça nous donnera une meilleure anticipation pour les prochaines campagnes à venir. Mais c'est aussi, dans le cadre de l'innovation avec nos partenaires Nokia, par exemple, la capacité d'analyser le signal 5G sur l'eau, en conditions marines, vérifier la portée, est-ce qu'on a toujours la bonne puissance, et en fonction des conditions météorologiques aussi, pour peut-être se projeter vers des services à valeur ajoutée avec le pilotage, le remorquage, le lamanage, qui eux aussi ont besoin d'informations temps réel aujourd'hui. Un autre projet labellisé Smart Port City, un projet relatif à la cybersécurité. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, un port fait partie d'une chaîne logistique. C'est un élément d'une chaîne logistique, comme d'autres. Et une chaîne, elle casse là où son maillon est le plus faible. L'objectif du projet cybersécurité qui est porté par le port du Havre, et c'est Jérôme Besancenot qui porte ce projet-là, c'est de mettre en place
consortium, on va dire, un regroupement des bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Faire en sorte que tout le monde dans la place portuaire soit informé, puisse avoir les bonnes pratiques, les bonnes informations au bon moment. En d'autres termes, c'est augmenter la résilience de l'ensemble, parce que s'il y en a un qui est défaillant, de toute façon, c'est toute la chaîne qui risque de prendre. Donc le projet Sympathie, pour plateforme de cybersécurité maritime, portuaire et industrielle, a pour objectif, en s'appuyant sur un SOC, qui est un Security Operations Center, un centre de sécurité opérationnelle, à porter une stratégie de résilience et à la partager avec les industriels, avec les opérateurs, avec les armements, avec le port, d'en faire une véritable préoccupation, de faire en sorte que les gens s'impliquent sur le sujet de la cybersécurité, de mettre en place des méthodologies communes et partagées, de préparer, donc peut-être de mettre en place des exercices, plutôt que d'être obligé de réagir sans avoir été entraîné, de mutualiser des connaissances et enfin de faire des retours d'expérience. Même si les expériences sont mauvaises, c'est surtout à ce moment-là qu'il faut être capable de les partager et non pas rester dans sa coquille et ne rien dire. La cybersécurité, si on ne partage pas les mauvaises expériences, eh ben, on n'apprendra pas. La question aujourd'hui n'est pas de se dire si un jour on sera attaqué ou pas. Hein. La vraie question, c'est de se dire quand est-ce qu'on sera attaqué. Et pour ça, il faut être capable de se dire, bah, si je suis attaqué, il faut que les dommages soient le moins important possible. Il faut que je mette en place les mesures de résilience les plus adaptées. Dernier projet, c'est Smart Data Service. L'objectif, c'est la création d'une plateforme territoriale de données capable de produire de la valeur ajoutée. Alors, tout à l'heure, vous avez vu l'IoT. Hein, donc, l'objectif, c'est de collecter et de centraliser l'ensemble de ces informations avec des partenaires. Hein, ce n'est pas de remplacer Eratmo, ce n'est pas de remplacer Ciné, c'est de travailler avec eux pour centraliser une partie de l'information, s'appuyer sur le projet Sympathie pour la cybersécurité et être capable de définir de la valeur ajoutée à ces informations pour en faire une société qui, elle, serait autoportée. Hein. Donc, il faut quand même, là aussi, définir un modèle économique et un système de gouvernance de la donnée de manière à ce qu'on puisse dire j'ai créé une entité qui sera un peu portée par le port, parce que le port sera actionnaire de cette future structure, mais se dire, voilà, on a une entité qui centralise les données, et notamment, on est en train de travailler là-dessus, les données à caractère environnemental. Voilà, l'objectif, c'est peut-être, et je vous en avais parlé tout à l'heure, d'aller vers la création d'un jumeau numérique environnemental, de manière à être capable d'anticiper les changements, de pouvoir mesurer l'impact de l'installation de telle ou telle industrie sur la zone portuaire, de pouvoir partager la gestion des déchets de manière collective. La collecte des déchets est faite par des entités différentes, à des moments différents, et on ne sait pas exactement ce qu'il en est pour tout le monde. Donc, il y a peut-être moyen de faire des choses un peu vertueuses autour de ça. Enfin, et là, je vais les citer, mais sans aller dans les détails, on a aussi un centre d'essai pour des drones qui va être mis en place sur l'aéroport d'Octeville, un projet de smart navigation fluviale, on a des initiatives d'acculturation interne de l'innovation, parce que un port, c'est des gens, et il y a des gens qu'il faut aussi accompagner, parce qu'ils ne pensent pas qu'ils ont une solution innovante, et pourtant, peut-être que leur idée est très bonne. Et donc, cette notion d'acculturation est importante. On a des projets de blockchain. Hein. Moi, dans mon équipe, j'accueille une doctorante qui travaille sur la blockchain et qui va nous aider à implémenter des solutions de blockchain avec nos solutions de gestion des marchandises dangereuses, notamment. On a des études sur le smart grid et on participe, par exemple, à des projets aussi européens, MacPy, qui sont des projets, là aussi, liés au traitement des données environnementales portuaires.
et qui est piloté, lui, par Rotterdam. Après, d'autres projets de mise en place d'intrapreneuriat ou autres. Donc, voilà un petit peu pour l'ensemble de ce panel.